Donc le rôle qui m'incombe ce matin, c'est tout simplement d'essayer de vous expliquer comment le monde de la finance intervient effectivement dans la transition énergétique. Et je commencerai tout simplement par la toute petite porte qui est celle, on en parlait en prenant notre café, du microcrédit. Donc là commence un tout petit pas pour essayer de contribuer à financer l'isolation énergétique des logements précaires, en lien bien sûr avec le monde associatif, et d'accompagner cette démarche, voilà, comme le disait Jean, de changer tout simplement les radiateurs électriques en d'autres modes de chauffage ou d'isoler les fenêtres. Voilà. Ça se prolonge également avec quelque chose que vous avez peut-être tous dans vos investissements et épargne personnelle pour des petites sommes, les livrets développement durable qui aident et qui maintenant ont pris un S pour l'aspect solidaire aussi, et qui permettent donc de financer des projets dans tous ces domaines. Et puis on continue petit à petit, donc effectivement avec l'actualité, vous savez que la loi de transition énergétique de l'année dernière a, je dirais, poussé les investisseurs institutionnels, les compagnies d'assurance et les sociétés de gestion, d'asset management, à également devoir démontrer comment justement elles contribuent à la transition énergétique, à diminuer les émissions de carbone, etc. Donc c'est le fameux article 173 de cette loi. Et ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que du coup, tous ces établissements ont publié leur premier rapport au 30 juin dernier, qui était plutôt dans une approche comply or explain. Donc, mais en tout cas, de réfléchir à tous les axes sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour améliorer cette approche, à financer aussi, et donc vous aider à avancer effectivement plutôt vers les énergies renouvelables que fossiles, mais aussi sans tout arrêter bien sûr du jour au lendemain, ça serait trop compliqué, et d'avoir des outils de mesure et de captation, et puis au-delà de ça, une stratégie climatique. Donc c'est ainsi qu'on a vu certains grands établissements annoncer la stratégie climat de façon très précise. Donc ces rapports sont disponibles sur les sites internet. C'était vraiment un grand pas en avant. Et maintenant, on est dans la phase, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'arriver à modéliser ce risque climat. Donc dans une banque, ça porte autant sur la partie investissement. Donc savoir effectivement dans un portefeuille quelle est la part justement d'énergie fossile, d'énergie renouvelable, de social, etc. Donc c'est des indicateurs dits ESG qui sont pas très faciles à mesurer, mais on y arrive. Et dans la partie crédit, c'est pareil, de pouvoir extraire des portefeuilles de crédit, des visions par rapport au pilotage de ce risque. Également dans un grand document que chaque banque doit fournir à son autorité de tutelle, qui s'appelle la taxonomie des risques, où il y a cette partie gestion du risque environnemental. Donc vous voyez que tous ces éléments contribuent aussi à la transparence et y voir plus clair sur ces sujets. Ce qu'on a fait également, c'est un domaine que vous connaissez très très bien, les émissions de green bonds. Donc là, c'est aussi pour cet aspect de contribution d'avoir un effet majeur. Donc on en est à 130 milliards déjà. Ça a commencé, je dirais, dès 2007, mais très discrètement. Il y avait une petite émission et maintenant voilà, ça prend beaucoup d'ampleur. Donc les banques sont là pour conseiller sur ces sujets, pour placer aussi ces green bonds, et qui peuvent venir également dans nos fonds, dans nos OPC, pour avoir une part, bien sûr, green. Ce qu'on essaie d'éviter dans cet aspect, c'est surtout, bien sûr, le greenwashing, et donc les banquiers et les investisseurs institutionnels
ont appris à vos côtés à regarder en profondeur les projets et à voir leur impact réel et toutes les mesures. Donc, en général, on est parti de l'aspect purement financier, je dirais, il y a 15 ans, on regardait que cette solidité-là. Et maintenant, on regarde aussi l'impact environnemental, social, sociétal et la gouvernance de l'entreprise émettrice. Donc, pour continuer, dans d'autres aspects, c'est aussi donc l'ISR, l'investissement socialement responsable, dans lesquels on retrouve tous les éléments que j'ai déjà mentionnés, qui peuvent être des parts d'investissement dans ces produits, et les fonds ISR peuvent aussi être vraiment thématiques. Donc, par exemple, pure énergie renouvelable ou tout sujet environnementaux, par exemple, comme social également, si ce sont des fonds solidaires. Donc, cet aspect de gestion est vraiment très important. Et en ce moment, on est dans la phase d'intégration des critères ESG. Donc, c'était l'objet, par exemple, du colloque Novétique hier toute la journée. Et je pense qu'on avance très fortement vers la mesure de tous les portefeuilles, qu'ils soient ISR ou non, au regard de ces aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et donc, vous allez bientôt pouvoir avoir personnellement, ou bien en tant qu'émetteur, ou en tant que part dans ces fonds, avoir vos relevés avec des couleurs environnementales, sociétales et de gouvernance, ou des notations, puisque on est en train de travailler à comment pouvoir diffuser aussi cette information qu'on utilise déjà dans la gestion. Et donc, on passe de, je dirais, une poche ISR spécialisée au mainstream et au fait que tous les produits devront pouvoir mesurer ces impacts. Enfin, dans le prolongement, c'était donc cette semaine effectivement le One Planet Summit avec beaucoup d'annonces et pas seulement d'annonces, enfin je veux dire de véritables actions. Et en ce qui nous concerne, et là j'en viens aussi au groupe ABN AMRO, qui a vraiment, dont Friso BC bien sûr, qui a pris les devants depuis une quinzaine d'années en intégrant le développement durable dans toutes ses missions. Donc on a participé à deux grands pas de la place néerlandaise, mais qui inclut l'international. Donc un premier élément qui s'appelle PICAF et qui justement fournit à tous les établissements financiers une méthodologie de mesure de l'empreinte carbone dans ces métiers donc, de financement et d'investissement. Et puis le second, donc c'est le Green Tackling, donc de mesurer tous ces aspects d'impact, et en particulier, donc je l'illustrerai par deux secteurs qui, je sais, vous intéressent beaucoup dans Eden. L'immobilier, donc en fait, on est parti tout simplement du calcul de quelle est la part du marché immobilier que nous finançons depuis, je dirais, les maisons individuelles ou les appartements jusqu'aux grosses sociétés immobilières. Et du coup, est-ce qu'on peut, en tant que banquier, en ayant des exigences sur ces aspects-là, par exemple avec les labels BREEAM ou HQE, et puis au-delà de ça, plein d'autres aspects, est-ce qu'on peut avoir une influence sur le marché? Bien sûr, la réponse est oui, et donc comment la mesurer? Le second aspect, qui est un deuxième moteur dans notre démarche business, c'est tout ce qui est économie circulaire. Et donc là aussi, c'est une véritable conviction. Donc si vous avez le temps, vous pourrez vous amuser à aller voir sur le site ABN AMRO pour dire que c'est tellement important de contribuer à l'économie circulaire qu'on a refait l'entrée de notre siège avec des matériaux récupérés
Donc on est passé d'un grand hall à Amsterdam à l'américaine, très en hauteur, en verre et marbre, etc., avec un couloir qui met en avant en fait tous les matériaux qu'on a pu récupérer pour aboutir à un pavillon de l'économie circulaire pour incuber des startups et faire progresser tous ces sujets. Mais c'est aussi ce qu'on appelle le 360 degrés, c'est-à-dire que même nos dirigeants pratiquent aussi ces aspects d'isolation énergétique et d'économie circulaire chez eux, et on les voit au travail le week-end. Et je peux vous dire, c'est à la néerlandaise, donc c'est très sérieux. Donc l'économie circulaire, l'immobilier, et puis bien sûr tout ce qui est transport. Donc nous on est surtout sur le transport maritime historiquement dans nos activités, mais ça va aussi jusqu'à la mobilité urbaine et bien sûr tout ce qui est véhicules électriques, changement dans les typologies de transport en commun, etc. Alors la dernière question de Bertrand clarifie quand même pas mal la problématique, en disant il y a des choses qui sont de la responsabilité des États, il y a des choses qui sont de la responsabilité de la Banque. Alors, parlons d'abord des aspects, je dirais, négatifs, c'est-à-dire aujourd'hui ce qui n'est pas bien de faire. Ce qui n'est pas bien de faire, il y a l'ostracisme jeté sur les énergies fossiles. Alors moi, je discutais avec Total avant-hier, et Total, d'abord a quelque chose, mais alors est bon, le changement climatique, l'élévation des températures a dégagé la route polaire, avec d'une part la mise en évidence de gisements de gaz d'excellente qualité, très facile d'accès, et d'autre part la possibilité de les transporter par méthanier dans des zones comme la Chine, le Japon, etc. La réflexion de Total est de dire oui, mais c'est bien beau l'ostracisme sur les énergies fossiles. Il n'empêche que si d'un claquement de doigts, je pouvais remplacer toute la production électrique à base de charbon par la production électrique à base de gaz, j'aurais plus fait pour la lutte contre le changement climatique que n'importe qui au monde. Et c'est absolument vrai. Et donc là, il y a une première problématique qui émerge, une problématique de la nuance. Voilà. C'est-à-dire que le rejet du gaz, à partir du moment où on considère que le gaz est une énergie de transition, que ce n'est pas la solution finale, mais que ça permettrait de faire un pas décisif à travers la décarbonation significative de la production d'électricité dans le monde, qui est en fait la première source à travers l'utilisation du charbon d'émission de CO2. Autrement dit, il y a quelque chose de brutal dans certains ostracismes qui ne tiennent pas compte des événements sur la durée, du fait qu'il y a des transitions à assurer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas forcément lieu de jeter la pierre à des banques qui financent aujourd'hui des projets gazoducs. La mesure en toute chose est nécessaire et une vision correcte des enjeux à moyen et long terme et de la population. Cela étant, c'est vrai également qu'il y a une différence de problématique évidente entre les questions qui se posent dans nos pays développés et des pays où la croissance démographique des prochaines années, je pense singulièrement à l'Afrique, pose des problèmes de coupler de façon intelligente les exigences du développement durable et de la satisfaction de besoins énergétiques de populations qui sans ça ne pourront pas vivre d'une façon décente et encore moins préparer leur avenir. Et là, il y a un gros problème que nos pays développés, parce qu'ils estiment qu'ils ont dit nous on va faire le facteur 4 et pas seulement le facteur 2, ont quand même tendance à sous-estimer et on s'est donné bonne conscience sans trop réfléchir à ces situations explosives que l'on a dans certains pays. Alors, on peut dire, l'Afrique, il y a du soleil, ils font du photovoltaïque.
Mais on sait très bien que bâtir un développement fondé sur une énergie suffisamment abondante et non émissive de CO2, ce qui reste une exigence évidente, le photovoltaïque ne suffit peut-être pas tout à fait assez. Et qu'en particulier se pose le problème énorme du financement de l'exploitation des ressources hydroélectriques de l'Afrique, qui sont considérables. Mais avec la question qui est aujourd'hui totalement irrésolue, c'est que construire un énorme barrage avec le niveau de consommation actuel, c'est un pari sur l'avenir absolument terrifiant. Et la question, c'est de savoir comment on financera ce type d'investissement qui, en complément des énergies locales tranquillement développées, peuvent jouer un rôle important dans le développement économique de ce pays. Alors on a trouvé naguère des solutions qui semblaient arranger tout le monde. De dire qu'on peut développer un gros barrage hydroélectrique à condition d'avoir à côté un gros consommateur qui avec fait de l'aluminium, par exemple. Le résultat est évident. Il y a eu une appropriation par le gros consommateur des ressources hydroélectriques qu'il a financées, et les populations n'en ont bénéficié que très médiocrement. Et c'est là qu'intervient le concept de responsabilité, alors là carrément sociétale et sociale, les deux. Bon. Alors, à part ces grandes questions mondiales qui méritent quand même toute notre attention, je me suis permis d'insister tout à l'heure sur le fait qu'il y a l'aspect positif et essentiel du soutien à la transition énergétique, et que là, la responsabilité première reste malgré tout celle des États. Et en particulier que des outils tels que la taxe carbone ont la vertu de transformer en business model ce qui était au départ une sympathique déclaration d'intention. Et donc, on ne peut pas intervertir les rôles. C'est à l'État de créer le contexte favorable pour les efforts que vous avez déployés, que vous allez déployer, puissent porter leurs fruits. Certains, on a bien compris, d'après ce que vous nous expliquez, que vous êtes au cœur du dispositif, parce que vous travaillez avec les entreprises, voire même avec les ONG, les particuliers, et que vous avez une connaissance microéconomique de leurs problématiques, et que vous pouvez infléchir leur réflexion, leur analyse, leur capacité d'imagination, je pense par exemple à l'économie circulaire, pour leur permettre de s'insérer dans un dispositif dont les États doivent avoir donné le coup d'envoi, sinon ça ne marche pas. Voilà. Alors, l'autre point sur lequel j'ai quand même brièvement insisté tout à l'heure, et auquel vous m'avez fort bien répondu d'ailleurs, c'est la conviction que financer la transition énergétique, c'est indispensable, mais que va se poser à terme le problème de la curation, de la compensation. Et je vois commencer à sortir des ouvrages assez volumineux sur cette problématique. Car en particulier, lorsque certains économistes de talent, un peu bâcleurs quand même, ont milité pour la prévention du changement climatique en expliquant que si on investissait un peu maintenant, ça éviterait des conséquences dramatiques qu'on ne saurait pas financer plus tard, l'analyse de ce qu'il faut faire maintenant a été relativement bien faite. Mais l'analyse des conséquences et des dispositifs curatifs est dépassée totalement par pertes et profits. Et nous allons nous y trouver confrontés. Si certaines grandes entreprises ont pris leurs problèmes en main, il est probable que d'autres sont encore au balbutiement de la réflexion sur ce sujet. Et je pense que vous y contribuerez comme vous avez contribué au premier volet, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique à travers la maîtrise des émissions. Merci encore de votre exposé qui, vous avez vu, a suscité beaucoup de questions.